Pour la région Occitanie, la desserte de l'ensemble de la région est une question centrale. Donc cette desserte centrale, elle passe aussi par le fait de pouvoir être sur les lignes de montagne ou de moyenne montagne, parce que nous restons convaincus qu'il n'y a pas de territoire qui ne mérite pas les transports en commun. Si aujourd'hui la voie est plutôt correcte et la tournée ferroviaire de ce 1er juillet sert aussi à démontrer ce qui a été fait, c'est bien parce que la région a financé les travaux d'infrastructure pour qu'il y ait la rénovation des voies et de l'infrastructure. Nous allons le voir à Mende en particulier, mais c'était le cas tout à l'heure à Bastide, et c'est donc bien cette première étape. Et c'est parce que nous avons aujourd'hui financé cette infrastructure que nous pouvons envisager d'avoir un développement de l'offre. Cela passe aussi par des changements d'habitude, parce que le développement de l'offre est indispensable pour qu'il y ait des usagers, mais il faut aussi que les usagers fassent le choix de modifier l'habitude. Le train n'est pas disponible tout le temps, et il faut aussi apprendre à organiser ses déplacements en fonction du train et pas penser qu'il y aura un train toutes les 5 minutes. Ce n'est pas notre cas. Nous maintenons le choix du ferroviaire, mais c'est un choix que nous assumons, mais il amène des modifications de comportement. Cette étude du CEREMA est commandée par le ministère est une demande, vous le savez, du ministère. Les régions, Aura et Occitanie, à notre initiative, ont accepté de cofinancer ces études. Pourquoi ? Parce que nous avions bien compris que c'était une forme de passage obligé pour l'État et que ça nous paraissait important qu'il y ait une étude qui permette d'objectiver ce que nous portions. Et nous avons beaucoup insisté sur le fait que cette étude, elle devait être d'abord une étude qui démontre qu'il y a des possibilités de développement et que nous ne sommes pas dans une perspective d'alternative au ferroviaire. C'est ce que nous attendons de cette étude. Elle n'est pas encore complètement validée et nous n'avons pas, en tout cas à mon niveau, je n'ai toujours pas la dernière version. Je pense qu'il faut toujours partager ce qui se fait chez celles et ceux qui ont l'expérience, qui ont l'habitude, qui ont une pratique plus développée que chez nous. En l'occurrence, pour le vélo, il y a un certain nombre de pays qui sont régulièrement connus pour être bien meilleurs que la France. C'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de la Suisse, c'est le cas du Danemark. L'ensemble de ces pays ont une pratique qui est d'abord et avant tout une pratique de démarche qui consiste à articuler le vélo et le train et de laisser son vélo de manière sécurisée dans la gare et de retrouver un autre vélo à l'autre extrémité. C'est ça notre position. Pour le vélo TAF, voilà. Pour le déplacement régulier. Mais c'est très important de commencer par celui-là, parce que celui-là, il faut le fidéliser. Et nous l'avons fait en ayant développé l'éco-chèque pour l'acquisition du deuxième vélo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Occitanie, il est possible de se faire aider pour acheter un vélo, il est possible de se faire aider pour acheter 2 vélos, et nous avons demandé à SNCF et financé l'équipement de la quasi-totalité des gares avec des box sécurisées. Donc déjà, le TER, le vélo TAF, c'est possible.
Sur le vélo loisir, auquel nous sommes très attentifs, puisque nous savons qu'un cyclotouriste est un touriste qui a un pouvoir d'achat et un pouvoir de dépense sur place qui est près de 25 à 40% supérieur à un touriste voiture. Donc bien entendu que nous y sommes attentifs. Nous avons proposé et nous expérimentons durant cet été entre Toulouse et Narbonne, qui est une liaison très prisée des cyclotouristes, en particulier parce qu'il y a le canal du Midi, un dispositif accès vélo serein qui permet de privilégier les horaires où le vélo est le bienvenu. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit au contraire de privilégier et d'orienter les horaires où le vélo est le bienvenu, qui ne sont pas les mêmes les jours de semaine et les jours de week-end. Et un calendrier horaire a été édité, il est disponible sur le site LIO, il est disponible sur le site TER pour encourager à utiliser le vélo et le train en même temps quand on est vélo-touriste à des horaires particuliers qui permettent de pouvoir être compatible avec les autres usagers. Et par la démarche vélo accès serein, cela permet y compris de réserver son accès pour que tout cela puisse se faire de bonne manière. Donc je ne pense pas que nous soyons dans la situation de ne pas donner de réponse. Par contre, l'idée qui consisterait à dire faites sur toutes les lignes ce qui se fait sur une ligne dans les Pays de Loire, parce que je connais la question, c'est évidemment une fausse bonne idée, parce que en réalité, ce qui s'est fait dans les Pays de Loire, certes, il y a plus de place pour les vélos, mais il y a moins de place pour les usagers. Et donc aujourd'hui, sur cette ligne-là, la fréquentation en termes d'usagers est moins importante qu'elle ne l'était avant. Certes, il y a plus de vélos, mais il y a moins d'usagers. Donc l'objectif, c'est pas qu'il y ait moins de personnes dans le train, mais qu'il y en ait plus. Il nous faut donc trouver le moyen d'articuler les deux. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, nous travaillons avec les expériences qui existent dans d'autres pays. J'aurai l'occasion à la fin de l'année, avec le GART, d'être dans une délégation en Suisse, et je conduirai une délégation d'Occitanie aux Pays-Bas autour du vélo. Et pour terminer, nous aurons, comme ça a été le cas sur ces 3 dernières années, en février ou mars 2023, la 4e journée régionale du vélo. Donc oui, la région, le service régional des transports LIO et le vélo, c'est un travail en commun, ce n'est absolument pas une question chaude ou difficile. D'abord, il s'agit de la feuille de route fixée par l'État à SNCF Réseau, qui a été actée au mois de mai, sans aucune publicité, et dont il en a été rendu public il y a une dizaine de jours. Ça appartient à l'État de déterminer le contrat qu'il met avec le gestionnaire de l'infrastructure, qui est gestionnaire de l'infrastructure pour le compte de l'État. Donc jusque-là, il n'y a pas de discussion. Nous n'avons pas, nous, notre mot à dire sur cet accord-là, dans son contenu et dans la forme qu'il prend. Nous avons un mot à dire sur les conséquences de ces décisions. Et là, évidemment, sur les conséquences, je ne partage pas ce qui a été fait, puisque ce qui a été fait amène, comme le signale Jean-Pierre Farandou, à ce que l'État donne une dotation, prévoit une dotation pour les prochaines années très inférieure à l'expression des besoins validée par SNCF Réseau et connue de tout le monde. Et donc aujourd'hui, ce que l'État prévoit pour l'infrastructure ne permet pas à l'infrastructure de perdurer. C'est donc une vraie question. Je pense que de ce point de vue, la législature qui commence doit être celle
un nouveau départ sur les mobilités, en particulier sur la question des infrastructures et des infrastructures ferroviaires. Donc nous attendons de ce gouvernement qu'il soit d'abord complété avec un ou une ministre des Transports, ce qui n'est pas complètement neutre, et ensuite que nous puissions avoir un vrai travail avec ce ministère pour créer les conditions d'avoir un plan de développement des mobilités et un plan de développement du ferroviaire et un plan d'investissement sur l'infrastructure. Donc l'été, c'est peut-être la période des vacances, mais ça sera surtout pour nous et pour moi la période des contacts et du travail avec celles et ceux qui seront, je l'espère, la semaine prochaine, chargés de cette question très forte des mobilités qui, je le rappelle, est la liberté fondamentale de ne pas être assigné à résidence.